Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. C'est l'heure de l'addition avec notre invité ce matin, Jean Messia. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Ça va. Ça va. Je vous laisse commencer cette émission avec votre édito. Oui. Alors moi, ce matin, je voulais parler de deux mères. La mère de Naël et la veuve d'Éric Comines, la veuve du gendarme qui a été assassiné à Mougins avant-hier. Voilà deux mères qui ne suscitent pas le même émoi dans la société. Vous avez une mère devant laquelle toute la gauche est en pamoison, devant laquelle toute la gauche fait des danses endeuillées en jouant les pleureuses, en participant à sa douleur, en participant à sa colère, en rédigeant des éditoriaux enflammés sous l'angle justice pour Naël, en allant jusqu'à accompagner, comprendre, justifier ce qu'elle appelle la saine colère des zones de non-France qui ont embrasé, détruit, pillé, incendié la France pendant 5 semaines. Et la gauche était compréhensive. La gauche était de tout cœur avec eux. Et voici que nous avons la femme, et donc mère, de l'adjudant de gendarmerie Éric Comines, qui s'exprime en des mots bouleversants hier à la télé en disant « La France a tué mon mari ». On comprend la douleur de cette femme, on comprend sa volonté à exprimer au fond ce que la France pense de moins en moins bas, à exprimer ce sentiment de colère pour le coup légitime de quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire français et qui a tué son mari. Quelqu'un que le système antinational, à commencer par la justice, a estimé que titulaire d'une carte de séjour de 4 ans dont il faut préciser que le gouvernement a la discrétion de renouveler ou de retirer. Il n'y a pas de droit à la carte de séjour. La carte de séjour, en principe, elle est conditionnée au comportement de son porteur. Or, nous avons là un délinquant multirécidiviste, connu de la justice, sous carte de séjour. Comment se fait-il qu'à un moment, la justice ne l'ait pas condamné? Et surtout, comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur ne lui ait pas retiré son titre et son autorisation à résider sur le territoire français, alors même que cet individu est un délinquant et un criminel notoire? Donc on en comprend que le système antinational préfère ne pas virer un étranger, si crapuleux soit-il, parce que ça aurait l'air raciste. Par contre, il préfère sacrifier ses policiers et ses gendarmes sur l'autel d'un vivre ensemble qui, pour le coup, devient abject. Bon. On sent toute la pudeur de cette femme hier à s'exprimer. Bien entendu qu'elle ne signifiait pas que c'était la France qui avait tué son mari. Mais le poids du politiquement correct est tel, l'inhibition dans laquelle nous sommes placés en France par un système médiatico-politique étouffant, monolithique, fait qu'on ne peut pas dire le réel tel qu'il est. Et quand on veut le dire, eh bien, si on n'a pas envie d'avoir des problèmes, on est obligé d'utiliser des circonvolutions ou des généralités, mais tout le monde a bien compris le fond de son message. J'ai envie de lui dire ce matin, Madame Comines, chaque Français a éprouvé votre douleur et chaque Français vous prend ce matin dans les bras pour consoler votre peine. Madame Comines, je veux vous dire que ce n'est pas la France qui a tué votre mari, pour une simple raison, c'est que la France, c'était votre mari. Merci beaucoup pour cet édito, Jean Messia. L'addition. Alors vous amorcez effectivement un sujet douloureux et franchement on entend votre émotion et votre indignation que nous partageons tous évidemment dans cette radio. La question qu'on se pose évidemment, c'est, vous avez fait le parallèle très juste avec l'attitude de la mère de Naël et puis de toute cette communauté et puis toute cette gauche en fait plus généralement qui a pris la défense de ce délinquant. Aujourd'hui on est face à un drame, véritable drame d'un multirécidiviste qui tue un gendarme gratuitement.
on se dit c'est un de trop, c'est un de plus, mais c'est un avant d'autres. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'au bout d'un moment il y aura une prise de conscience de tout ça? Est-ce que je sais pas, est-ce que la justice va se réveiller? Est-ce qu'on va donner plus de moyens? En fait, on se demande à chaque fois si c'est pas la limite atteinte. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons des forces de l'ordre qui sont inhibées par une idéologie gaucho-progressiste, post-68 qui considère que l'uniforme, en gros, est fasciste. Et que, en réalité, eh bien, les criminels et les délinquants, loin d'être des coupables, ne seraient que des victimes. Nous avons une justice qui, en permanence, ne juge jamais les coupables, mais se grime des procurateurs qui sont autorisés à juger la société qui les a enfantés. Ce qui est quand même délirant. Bon, moi je crois, Monsieur Pointu, il y a un instant, parlait de la gendarme Mélanie Lémé, qui elle aussi avait été tuée dans des circonstances affreuses. Moi je crois, si vous voulez, que sur les refus d'obtempérer, regardez l'affaire Naël. Oui. Lorsque le policier Florian, et je suis bien placé pour parler de cette affaire, puisque comme vous le savez, vous aviez lancé une cagnotte. J'avais lancé une cagnotte en faveur de sa famille. Eh bien, lorsqu'il a tiré pour arrêter un délinquant de la route, qui, plus est, avait zigzagué dangereusement en roulant très vite et en menaçant à plusieurs reprises de renverser des passants, des cyclistes. Bon. Dans n'importe quel pays au monde, et je ne parle même pas des pays dont sont originaires la plupart de ceux qui commettent des refus d'obtempérer en France. Bon. Dans n'importe quel pays du monde, quand la police vous demande de vous arrêter et que vous ne vous arrêtez pas, vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut vous être fatal. Donc à partir de ce moment-là, la société doit protéger la police et la gendarmerie. Moi, je suis à peu près persuadé que dans des cas de refus d'obtempérer, même les plus dangereux, aujourd'hui, les policiers et les gendarmes ne sortent plus leurs armes. Parce que quand on voit le sort que l'administration, la politique, les médias ont réservé aux courageux policiers qui ont sorti leurs armes pour stopper des crapules, eh bien, quand vous êtes flic, excusez-moi, vous n'avez pas envie de sacrifier votre carrière et donc vous êtes inhibé à sortir votre arme. Et à partir de là, ce n'est plus le délinquant ou le criminel qui risque de mourir, c'est le policier ou le gendarme. Ceux dont le gouvernement n'a rien à foutre, en réalité. Le gouvernement et le système antinational qui nous dirige préfèrent 1 million de fois voir mourir un policier et un gendarme. J'ai même vu sur les réseaux sociaux des gens qui vous disent c'est un accident du travail. Non, mais et de regretter qu'on fasse tout un tintamarre sur cet accident du travail-là, alors qu'il y a je ne sais plus combien de milliers d'accidents du travail. Non, mais vous vous rendez compte à quel point de délire et de putréfaction idéologique et morale et mentale nous sommes arrivés. Liselotte Dutreuil. Oui, un point qu'on entend peut-être moins aussi, c'est la différence de mobilisation des différentes communautés. Quand on a effectivement Naël qui périt après un refus d'obtempérer et le comportement dangereux qu'il a pu avoir sur la route et enfin, tout ce qui s'ensuit, délinquants multirécidivistes, etc., on a une mobilisation nationale de plein de quartiers dits sensibles de France, et c'est quelque chose qui pèse. Quand on a cette veuve éplorée qui nous explique qu'en fait sa vie est détruite et qui pleure son mari décédé dans des conditions finalement honorables puisqu'il effectuait son travail, on a l'impression que les Français, au-delà des mots qui peuvent être écrits sur les réseaux sociaux, etc., ont du mal à se mobiliser concrètement. Est-ce que une vraie mobilisation technique et concrète des Français pourrait contribuer à réveiller les politiciens, puisque finalement, ce qu'ils craignent dans le cas de Naël, c'est un soulèvement de ces quartiers. Est-ce que si demain, les politiciens craignaient un réel soulèvement du peuple, ça pourrait changer quelque chose? Ou bien, est-ce que, comme lors des Gilets jaunes ou de la crise des agriculteurs, on se heurterait une fois de plus à un gouvernement sourd? Vous savez, ça fait à peu près maintenant un demi-siècle qu'on a obligé la France à ne pleurer que ce que lui est étranger. On ne peut pas pleurer une douleur nationale. Ça, c'est fasciste et c'est haineux. Par contre,
vous pouvez pleurer toutes les causes allogènes et étrangères que vous voulez. Là, c'est open bar. Même des causes qui se situent à des milliers de kilomètres de chez nous, vous pouvez faire une manif pour la pleurer. Ça, c'est classe. C'est conforme au dogme idéologique et ça montre que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Pas quelqu'un de fermé, pas quelqu'un de chauvin, pas quelqu'un qui, mon Dieu, pleure un malheur proche. Vous vous sentez concerné par vos plus proches, mais quelle horreur! Vous n'êtes qu'un haineux et un intolérant et un raciste. Et donc c'est pour cela, si vous voulez, que à chaque fois qu'un malheur est français, qu'une douleur est française, comme nous sommes dirigés par un système anti-français, dont on pourrait résumer la politique de ces 40 dernières années à un seul mot. Haine. Haine de la France. Et j'invite tous les auditeurs à lire toutes les politiques qui sont appliquées en France depuis 40 ans à l'aune de ce mot haine. Vous verrez que même sur des problématiques aussi éloignées que l'écologie, c'est la haine de la France qui dicte la politique écologique. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est stupéfiant. Et donc, si vous voulez, vous avez raison, lorsque on a eu le drame de Crépol, où vous avez eu des individus issus de certaines immigrations qui sont descendus jouer du couteau et mortellement poignarder le jeune Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sillage de ce drame et de ce meurtre? Eh bien, vous avez bien eu des jeunes qui sont allés manifester avec des drapeaux français. Comment ont-ils été traités? Immédiatement, le ministère de l'Intérieur a appelé au sursaut de la République. Il a envoyé les compagnies républicaines de sécurité. Ils ont été brocardés comme étant des nazis, des fascistes, des skinheads, etc. Et ils ont été immédiatement arrêtés, là où les délinquants et les refus d'obtempérer ne font jamais un jour de prison. Ces gens-là qui avaient manifesté leur colère contre la mort de Thomas ont été immédiatement arrêtés et ont fini la nuit en prison, là où les refus d'obtempérer ne font pas 1 heure de garde à vue. Il faut le savoir. Donc si vous voulez, le problème, c'est que quand vous avez cette propagande massive, écrasante depuis 50 ans, où l'on vous oblige à pleurer tout ce que vous voulez sauf vos propres malheurs, non seulement vous avez une forme de pudeur et de retenue à les pleurer, mais vous vous dites au fond de vous, est-ce que c'est pas égoïste? Est-ce que c'est pas nationaliste? Est-ce que c'est pas raciste et haineux que je pleure les miens? Donc nous sommes dans une espèce de dissonance cognitive complètement tarée qui nous est imposée, et moi j'invite les Français à réagir exactement comme tous les peuples du monde. Oui, vous avez le droit de pleurer, non seulement le droit, mais le devoir de pleurer, de vous attrister sur vos propres malheurs. L'amour du prochain ne peut pas avoir pour préalable la haine de soi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit tu aimeras ton prochain et tu te haïras toi-même. Mais alors, vous faites bien alors, on peut regretter effectivement la mentalité d'une grande partie de la France qui n'ose plus s'indigner ou s'attrister même du sort, par exemple, de ce gendarme. Mais ça me fait penser aussi à un autre épisode tragique, c'est la mort de Lola et une très faible mobilisation de la droite. Mais de la droite. C'est-à-dire qu'il y avait eu un appel lancé initialement par Éric Zemmour par Reconquête, repris par l'Institut pour la justice. Il y a eu des espèces de discussions absurdes avec le Rassemblement national, avec plusieurs partis qui finalement ne voulaient pas se joindre à tel parti pour rendre hommage à... Enfin, en fait, ça vient aussi de nous. Alors, même si on est les premiers à se mobiliser, évidemment, on va pas se jeter la pierre non plus, mais on a vraiment un problème nous-mêmes aussi avec ces mobilisations. C'est pas dans la culture de la droite, en fait. Vous croyez pas si bien dire. Moi, j'étais à la manifestation pour Lola et j'ai regretté évidemment une affluence qui n'était pas à la hauteur du chagrin et de la douleur que cette affaire a suscité dans le pays. Bon. J'en veux beaucoup au Rassemblement national parce que après avoir annoncé qu'il participerait, Jordan Bardella finalement a décliné. Et donc évidemment le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, c'est le parti qui détient le vote populaire le plus massif. Et donc, pour la mobilisation du vote populaire, les mots d'ordre du Rassemblement national sont importants. Je pense que si les dirigeants du Rassemblement national à l'époque avaient dit « on met de côté les querelles politiques, on met de côté nos différences de ligne, mais pour une telle cause et pour un tel drame national, on va faire pour le coup une unité nationale et donc on invite
tout le monde à descendre dans la rue pour manifester, je peux vous dire que l'affluence aurait été autrement plus importante. Mais, là encore, le Rassemblement national, pour des histoires de dédiabolisation et de normalisation, s'est vu dicter sa conduite par la gauche, s'est aplati devant les oukas de la gauche qui considéraient que manifester pour Lola et pleurer Lola était fasciste. Alors que c'est le rôle d'un grand parti national que de mobiliser le pays pour des causes nationales. Pourquoi la gauche aurait le magistère de la mobilisation de tout ce qui n'est pas français, alors que le camp national qui se prétend le défenseur de toutes les causes françaises, de toutes les douleurs françaises, de toutes les difficultés françaises, devant de tels drames qui sont en plus consensuels. C'est-à-dire que je pense même que, objectivement, même des gens de gauche ont été touchés par ce qui est arrivé à Lola. Je pense que là, le Rassemblement national et ses dirigeants ont manqué une occasion de montrer que face à une douleur française, la France nationale, la France d'identité française, s'est aussi mobilisée pour défendre les siens. Donc là, il y a eu une faute morale grave de la part du Rassemblement national. Je vais vous dire, je ne sais pas trop quoi penser de la mobilisation, dans le sens où là, on vient de parler de Lola, on constate une absence de mobilisation à l'époque, notamment de la part du Rassemblement national. On a pu constater un événement plus ancien, il y a plus de 10 ans déjà, la manif pour tous, des millions de personnes dans la rue, pourtant pas entendues. Donc quand on se mobilise, est-ce qu'on est vraiment entendu derrière? La loi est passée quand même. Et d'un autre côté, quand on se mobilise, mais pour le coup non plus pacifiquement, comme la manif pour tous, mais avec une colère légitime et donc des actes de violence, comme ce qui s'est passé en Angleterre cet été, je pense que le parallèle avec l'Angleterre est intéressant. Quand on se mobilise, quand la colère éclate vraiment dans la rue, une répression très grave s'ensuit. Ce qui s'est passé en Angleterre a pu se passer d'une certaine manière. Vous avez parlé de Romans-sur-Isère et de Crépol tout à l'heure pour la riposte des patriotes face à ce drame. Donc concrètement, est-ce qu'on agit et on risque de passer 20 mois de prison en ferme pour le coup, avec ce deux poids deux mesures de la justice, parce que voilà, le drame anglais vraiment fait écho à notre situation en France selon moi. Mais en fait, vous avez parfaitement raison, mais ce que je veux vous dire, c'est que alors d'abord pour la manif pour tous, effectivement, là la mobilisation était très importante. Alors c'est sûr, ça n'a pas donné l'effet escompté, mais j'allais dire, mener un combat ne vous garantit pas de le gagner. En revanche, et comme disait le général de Gaulle, les combats que l'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Oui. Donc c'est pas en nous mobilisant pas qu'on va faire aboutir quoi que ce soit. Nous mobiliser ne garantit pas de réussir, mais ne pas nous mobiliser garantit d'échouer. Oui. Bon, on peut être d'accord là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et comme je l'ai dit tout au long de ma prise de parole depuis le début de cette émission, le système qui nous dirige est antinational. C'est-à-dire qu'il va tuer dans l'œuf et le plus brutalement possible toute forme de manifestation nationale. On n'a pas parlé des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était une mobilisation nationale. C'était la France des ronds-points, la France de la ruralité, la France périphérique, en tout cas la France des grandes métropoles, la France de la diversité ne s'est absolument pas mobilisée dans les tout débuts des Gilets jaunes, qui était un mouvement parfaitement national. Et comme c'était un mouvement national, le pouvoir a donné l'instruction suivante, pas de quartier. D'où l'usage des LBD, d'où les gens qui ont été blessés, éborgnés, estropiés. Là, il n'y avait pas de problème. En revanche, les mêmes forces de l'ordre se sont vues intimer l'ordre par le gouvernement de rester l'arme au pied face aux émeutes de l'an dernier. Les émeutes de l'an dernier, il faut le rappeler, ont occasionné 1300 policiers et gendarmes blessés, dont certains très grièvement, et dont le gouvernement n'en avait rien à foutre, parce qu'en face, il fallait pas qu'une racaille se casse un ongle. C'est ça la vérité. Or, quand la police et la gendarmerie ont en face d'eux des blancs, pour dire les choses simplement, le système antinational leur donne instruction d'être le plus brutal possible dans la répression, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. En revanche, quand en face de la police et de la gendarmerie, il y a des Noirs et des Arabes, pour dire les choses brutalement là encore, eh bien, ordre est donné pour ne pas stigmatiser et attiser la haine et pour ne pas risquer, si une racaille se cassait un ongle, de voir le quartier s'embraser derrière, on donne l'instruction de ne rien faire. Donc, et vous pouvez demander à n'importe quel flic ou à n'importe quel gendarme, il vous le dira.
ils se prennent des pavés dans la gueule, parfois ils se font tirer à la chevrotine quand c'est pas en 9 mm, et ils ont instruction de ne pas réagir. Voilà. Donc effectivement, il en faut du courage pour une mobilisation nationale qui vienne contester cet état de fait. Mais j'allais dire, mon Dieu, si pour la manif pour Lola, il y avait eu 50 000 personnes, que risquait-on? Parce que je pense que le gouvernement et les médias tiennent quand même aux apparences. Je veux dire, quand vous avez une manif très importante pour un drame qui émeut la France entière, c'est difficile médiatiquement de dire que c'est une manifestation nazie. Oui. Donc, pour ce gendarme, je pense qu'une journée d'hommage national va être rendue. Je pense qu'il va avoir les honneurs d'un enterrement militaire. Pourquoi ne pas organiser une marche silencieuse, un rassemblement silencieux en mémoire d'Éric Comines? J'ai essayé hier, sur les réseaux sociaux, à mon modeste et humble niveau, de lui rendre hommage par les hashtags justice pour Éric, justice pour notre gendarme. Je veux effectivement que s'en suive une mobilisation physique, pacifique, qui rassemble le plus grand nombre de gens possible. Parce que vous savez, quand on est face à ce que vous dites, et vous avez raison, face à un système qui joue de la répression la plus féroce quand il s'agit de causes qui ne sont pas étrangères ou qui ne sont pas immigrées, eh bien, il faut, dans un premier temps, adopter la méthode de Gandhi, c'est-à-dire les rassemblements non violents. Parce que, voilà, je pense que à un moment, si vous voulez, lorsque les larmes sont tricolores, eh bien, le pouvoir rechigne quand même à utiliser d'une violence disproportionnée au risque de perdre sa propre crédibilité. Juste peut-être si on s'en change pas de sujet pour conclure. Je pense qu'on ne changera pas de sujet. On ne changera pas de sujet. Je voulais juste, avant faire un rappel pour nos auditeurs, juste une information sur le profil de ce chauffard. Je pense que c'est important de le rappeler, même si Jean Messia l'a déjà fait. Donc il est âgé de 39 ans, situation régulière, de Cap-Verdien, connu de la police depuis 2006. Voilà les informations qu'on a. Dimension à son casier judiciaire. Coupable de violence en 2006, outrage en 2009, violence en 2010, refus d'obtempérer et délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, port d'armes prohibé, violence et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique CV, en 2016, rébellion c'est pas fini et violence toujours en 2016 et conduite en état d'ivresse en 2023. Et donc ce drame vient s'ajouter à une liste déjà longue. Voilà, ça c'est quand même pour rappeler un peu le profil de Juste, ce refus pardon, d'obtempérer. mais encore une fois, c'est lancinant, je sais, mais que foutait ce type sur notre territoire, hein? Oui. Ah, bien sûr. Je veux dire, qui serait tombé de l'armoire lorsque quelqu'un qu'on a autorisé à résider chez nous légalement, sans doute pour le protéger ou pour lui offrir un meilleur avenir, et qu'il se comporte de manière aussi criminelle et aussi délictuelle sur notre territoire? Vous savez, moi je serais pour l'application d'une vieille règle américaine, 3 strikes and you're out. Ce qui signifie, au 3e coup, t'es dehors. Alors les Américains, c'était vous rentrez en prison et vous ne sortez jamais. Bon. Là, moi je dis, vous êtes titulaire d'une carte de séjour, vous commettez un crime, vous êtes jugé, vous faites votre peine de prison et vous êtes expulsé. Vous commettez des petits délits. Au bout du 2e délit, vous êtes expulsé. Expulsé. La France n'a pas à accorder et à maintenir des cartes de séjour pour des raclures. Voilà, c'est comme ça. Les Français, c'est le peuple français qui délivre ces cartes de séjour. Le gouvernement agit au nom du peuple français. Est-ce qu'on croit sincèrement que le peuple français est d'accord, si on fait un référendum, pour maintenir au milieu de lui, sur son territoire, parmi ses voisins, des gens qui commettent des actes délictuels contre le peuple et contre la nation? Je ne le crois pas. Donc la question que moi je pose ce matin au ministre de l'Intérieur et même au président de la République, comment se fait-il que vous délivriez des titres de séjour et que surtout vous les mainteniez alors même que les bénéficiaires de ces titres de séjour sont des assassins, des criminels ou des délinquants? Par quelle espèce de logique? J'aimerais qu'on comprenne, j'aimerais comprendre.
Par quelle espèce de logique? Quelles sont les motivations du maintien d'une carte de résident pour un multirécidiviste? Je veux une réponse à cette question. Certains vous parleraient, mais alors c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus de la difficulté de négociation avec les pays d'envoi pour les expulsions. Ah, mais madame, c'est le Cap-Vert. Mais... l'Italie, il réussit très bien. Vous avez lu comme moi ce papier du Figaro qui fait un bilan excellent de la politique migratoire de Giorgia Meloni. On parle d'une baisse de 65% de l'immigration illégale. Comment l'Italie, d'ailleurs, vous apercevrez que après avoir ouvert leur grande gueule pendant un an sur cette histoire où la gauche disait Meloni a foiré, en réalité l'immigration illégale a été multipliée par 2, etc. Les mesures progressives que Giorgia Meloni a prises ont permis, au bout d'un an, de ralentir considérablement l'arrivée de migrants illégaux. Comment a-t-elle fait? Ça commence par une négociation avec les pays de départ. Elle a passé des accords avec la Tunisie, elle a passé des accords avec l'Égypte. Oui. Et évidemment, quand vous entrez dans un dialogue constructif avec ces pays et que vous leur promettez, par exemple, de l'argent pour retenir les migrants ou pour les réinsérer, lorsqu'il y a des rapports de confiance avec ces pays acceptent de reprendre leurs ressortissants. Mais c'est de la volonté. C'est la volonté. Ce que montre Giorgia Meloni, c'est que quand on veut, on peut. D'ailleurs, vous remarquerez que parce que la porte italienne est fermée, eh bien, les migrants se dirigent sur les pays qui sont dirigés par la gauche, qui sont beaucoup plus laxistes, comme l'Espagne, qui, elle, connaît un bond de l'immigration illégale de plus de 122% sur la même période. Liselott Dutreuil. Je voulais revenir sur le fait qu'effectivement, ce délinquant était en France de façon régulière. Enfin, il avait toutes les autorisations pour l'être. Et la gauche se précipite sur cette donnée. Il était en situation régulière. Alors, on ne sait pas si du coup c'est fait pour lui donner une sorte de permis de mal se comporter et puis interdire à la droite de réagir, ou si c'est pour essayer de nous prouver qu'en réalité... tout le discours qui consiste à dire que pour freiner l'immigration et puis même pour résoudre les problèmes d'insécurité, on va commencer par s'attaquer aux clandestins qui sont donc ici sans droit de séjour. En réalité, est-ce que le constat qu'on ne peut pas poser, c'est justement qu'on ne devra pas se contenter des clandestins et des immigrés qui sont là sans droit, mais qu'il faudra aussi s'attaquer à toute cette partie de la France qui n'est pas intégrée et qui refuse de le faire, quand bien même elle aurait les papiers qui lui donnent le droit d'être ici? Écoutez, en fait, je dirais, trois cercles concentriques. Il y a évidemment les clandestins, les immigrés illégaux. Ceux-là, qu'ils se comportent bien ou qu'ils se comportent mal, n'ont rien à faire sur notre territoire, puisqu'ils ont enfreint les lois du séjour. Alors, je sais que par une espèce de loi inique, on a dépénalisé l'entrée et le maintien irrégulier sur notre territoire. Il faut le pénaliser. Tous les pays du monde considèrent que quelqu'un qui franchit illégalement les frontières n'a rien à faire à l'intérieur des frontières. Il faut revenir à des choses basiques. Bon, ça, c'est la première chose. Sur ce point, d'ailleurs, le gouvernement fait dans la symbolique, c'est-à-dire qu'il va prendre les illégaux qui posent problème et qui ont défrayé la chronique pour faire des moulinets et rouler des mécaniques en disant on les vire, mais pour mieux cacher la forêt des illégaux qui, eux, vont se maintenir sur notre sol et que le gouvernement n'entend certainement pas virer. Bon. La deuxième chose, c'est les légaux, les immigrés légaux, ceux qui sont titulaires de cartes de séjour d'1 an, de 3 ans, de 5 ans ou de 10 ans. Bon. Là, c'est pareil. L'octroi il n'y a pas un droit au séjour en France. Votre droit au séjour, il est conditionné par votre comportement. En clair, ceux qui foutent le bordel ou ceux qui ne foutent rien, et c'est dans les deux cas, c'est le plus souvent les mêmes, doivent être annulés de leur carte de séjour et expulsés. Et enfin, vous avez les Français binationaux, d'accord, qui sont d'origine immigrée, voilà, qui sont des moi, pour beaucoup des Français de papier, qui ont les papiers français mais qui ne sont pas d'identité française. Et là encore, dans les cas de crimes graves, eh bien, on peut déchoir un double national de sa nationalité française. Ça n'est pas interdit. Mais bon, est-ce que le gouvernement aura le courage de faire ne serait-ce que la première mesure que j'ai annoncée sur les clandestins? Alors, je vous parle même pas du reste. Bon, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup, Jean Messia. Il nous faudra une émission beaucoup plus longue avec vous. Ouais. Merci pour cette émission et à bientôt. À bientôt.